Est-ce que tu savais que si tu as appris à lire très très tôt et sans trop d'aide extérieure, c'est quasiment sûr que tu es autiste? C'est un trait qui s'appelle l'hyperlexie et il se trouve que l'hyperlexie ne concerne quasiment que des autistes. Mais alors pourquoi on n'entend pas plus souvent parler de ce trait quand on parle d'autisme? C'est parce que c'est un trait rare même chez les autistes. En gros, quasiment tous les hyperlexiques sont autistes, mais il n'y a pas beaucoup d'autistes qui sont hyperlexiques. Et dans cette vidéo, je vais te partager justement 5 traits comme ça, des traits qui quand tu les as, c'est presque sûr que tu es autiste, mais quand tu les as pas, ça dit pas que tu n'es pas autiste. Attention, c'est important que tu comprennes cette distinction. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les 5 traits que je vais te présenter, tu n'en entends pas beaucoup parler. Parce que, en fait, si jamais tu les as pas, ça te donne pas beaucoup d'infos. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que si tu les as, ça peut t'inciter à creuser. Autre avertissement avant de présenter les traits, les chiffres que j'ai, j'en ai pas toujours. Il y a des traits pour lesquels j'ai pas de chiffres précis, mais je t'avertirai. L'autre point d'alerte, c'est que les chiffres, ils sont basés sur ce qu'on a à notre disposition. Or, souvent, comme tu as un sous-diagnostic chez les adultes autistes, ça sélectionne dans les chiffres qu'on a des autistes qui vont être le plus entre guillemets caricaturalement autistes, et ça va exclure souvent les femmes autistes, puisque les femmes autistes sont souvent pas diagnostiquées. On commence avec le premier trait, donc, qui est l'hyperlexie dont je viens de te parler. L'hyperlexie, c'est le fait d'avoir des capacités de lecture avancées, des capacités de lecture acquises très tôt, en l'absence d'enseignement explicite, là je te lis la définition Wikipédia, et un fort attrait vers les livres, vers les choses, pas forcément les livres, mais vers l'écriture. Généralement, avant 5 ans, avant 6 ans. Moi, c'est un peu ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. J'ai appris à lire avant d'arriver au CP, et c'est une des raisons pour laquelle, quand je suis arrivé au CP, j'ai sauté une classe. C'est aussi une des raisons à l'époque pour lequel on m'avait fait un test de QI, et on a dit à mes parents que j'étais un enfant précoce. C'est ce qu'on disait avant. Maintenant, on dit HPI, mais on m'a dit précoce. Truc qui m'a servi à pas grand chose, à part sauter une classe. Si tu veux, je te remets un lien vers ma vidéo qui te montre à quel point souvent cette histoire de HPI sert pas à grand chose. L'autre truc qui est fou, c'est que c'est que t'as des enfants autistes qui vont cumuler à la fois l'hyperlexie, à la fois le retard de parole. On en parlera plus tard du retard de parole, mais du coup ça peut devenir impressionnant quand un enfant autiste, il lit très bien, mais il a du mal à parler. Les chiffres que j'ai trouvés, ça donne 84% des hyperlexiques qui sont autistes, mais j'ai trouvé d'autres sources qui disent que en vrai, c'est probablement plutôt un chiffre proche de 100%. Donc ça concerne quasiment que des autistes. Par contre, il y a entre 6 et 20% des autistes qui seraient hyperlexiques. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que au moins 80% des autistes n'ont pas été hyperlexiques quand ils étaient enfants. C'est important. Donc, si tu n'es pas hyperlexique, ça ne veut pas dire que tu n'es pas autiste. Par contre, si tu es hyperlexique, il y a de grandes chances que tu sois autiste et que ça vaille le coup de creuser. Trait numéro 2, le shutdown autistique. Alors, c'est quoi un shutdown autistique? C'est le besoin de te retirer après une surstimulation. Alors la surstimulation, elle peut être sensorielle, elle peut être sociale, elle peut être de plein de natures différentes, et ça s'exprime différemment selon les individus. Ça peut être, chez moi, le shutdown, c'est une forme... Alors j'allais te dire incapacité à parler, mais quand je dis incapacité à parler, il y a des gens qui me disent « Ah ben moi je fais pas de shutdown puisque je peux parler en me forçant ». Oui, mais moi aussi, si vraiment ma vie en dépend, je peux rassembler toutes mes forces et dire un mot. Mais en tout cas, la parole devient très compliquée pour moi. D'autres autistes vont avoir le besoin de se mettre dans le noir, de se mettre dans le silence, de se mettre par terre, parfois allongé. Ça m'arrive parfois d'avoir besoin de m'allonger. En vrai, le shutdown, c'est le même nom que tu sais quand on éteint un ordinateur, c'est ton cerveau te protège parce que tu es surstimulé, et du coup il va essayer de couper des infos, notamment les infos sensorielles. C'est pour ça que dans les réactions du shutdown, tu vas avoir des choses comme se mettre dans le noir, ça diminue la luminosité, donc le sens de la vue. Dans le silence, ça diminue l'ouïe. Se mettre par terre, ça diminue la stimulation de ton oreille interne, ton sens de l'équilibre. Donc voilà, tu vois, il y a ce truc parfois d'avoir besoin de couper ses sens, et ça dure généralement alors souvent le pic il est de quelques heures, mais les effets durent 48 heures à 72 heures, les effets les plus forts, puis ça peut aller jusqu'à 3 semaines d'effets. Donc tu vois cette forme de renfermement.
Malheureusement, on n'a pas de définition vraiment très précise du shutdown scientifique et on n'a pas non plus les chiffres. Donc là, je ne peux pas te dire à quel point c'est spécifique aux autistes. Ce que je peux te dire, c'est que je n'ai jamais entendu un aliste, donc une personne pas autiste, raconter un shutdown, parce que quand les alistes racontent des choses qui ressemblent, ils racontent des crises d'angoisse, ou des crises de panique, enfin c'est la même chose, mais or une crise d'angoisse, une crise de panique, c'est pas exactement la même sensation. J'en ai déjà fait, moi, effectivement ça ressemble, mais c'est pas exactement pareil, parce que le shutdown, il y a vraiment cette notion de se renfermer, et surtout, le déclencheur n'est pas forcément un déclencheur, tu vois, d'angoisse. Quand je fais des crises d'angoisse, j'avais des trucs qui étaient reliés, à une anxiété. Là, le shutdown, ça peut être juste le fait d'être incompris en tant qu'autiste. Par exemple, on me dit que j'ai dit telle chose alors que je ne l'ai pas dit, parce que les alistes vont surinvestir les sous-entendus, ça peut me plonger dans un shutdown. Le fait d'être trop loin de chez moi pendant trop longtemps et en plus d'avoir plein de bruit parasite, ça peut m'induire dans un shutdown. Donc c'est plutôt le déclencheur du shutdown qui le caractérise par rapport à une crise d'angoisse simple. Et oui, en tout cas, c'est assez... Là, je te donne pas un truc scientifique, je te donne un truc de mon expérience personnelle. C'est assez caractéristique de l'autisme pour que les gens ne sachent pas ce que c'est. Moi, j'ai eu beaucoup de mes conflits personnels qui ont été liés à des shutdowns parce que les gens en face ne comprenaient pas que c'était un shutdown, ils croyaient que je faisais exprès de pas parler. Et du coup, forcément, ça crée des conflits parce que c'est un truc qui est assez surprenant. D'ailleurs, quand je parle à des personnes qui savent pas qu'elles sont autistes et qu'elles me racontent des shutdowns, je leur dis mais attends, mais comment t'expliques ça? Et elles me disent je sais pas, je voyais bien que c'était pas normal, enfin pas typique, mais je me l'expliquais pas. Je me disais que j'étais tellement en colère que j'arrivais plus à parler. Alors c'était mon cas aussi. Maintenant, je me suis rendu compte que le shutdown c'est pas que de la colère, c'est quand même beaucoup d'anxiété. Parfois, en plus, les gens me disent je croyais que je faisais comme mon père ou comme ma mère. Et quand tu creuses, puisque l'autisme est héréditaire, souvent tu te rends compte que le parent en question, en fait, il est autiste aussi, donc il t'a pas transmis le shutdown par l'éducation, il t'a transmis le shutdown par la génétique. Troisième trait, c'est l'oreille absolue. Alors qu'est-ce que l'oreille absolue? C'est la capacité à reconnaître une note sans avoir eu besoin de notes de référence. Il y a des gens qui ont l'oreille relative, c'est-à-dire que tu leur mets un la, et après, une fois qu'ils ont entendu là, ils sont capables de reconnaître les autres notes. Une personne qui a l'oreille absolue, elle peut le faire sans avoir besoin justement de ce référentiel. Et il se trouve que il y a 10% des autistes qui auraient l'oreille absolue sans avoir d'entraînement musical. Puisqu'en fait, il y a beaucoup d'alistes qui ont l'oreille absolue en ayant un entraînement musical. Faut faire attention avec l'oreille absolue parce que ça fait partie des traits qui ont l'air d'être des traits, tu sais, qui vont dans la fameux cliché de l'autiste avec des capacités extraordinaires. C'est pas extraordinaire d'avoir l'oreille absolue, ça peut s'entraîner. Il y a pas mal de musiciens, j'ai vu des chiffres autour de 10 à 15% des musiciens et des musiciennes qui ont l'oreille absolue en l'ayant entraîné. Là, on parle de sans l'avoir entraîné, donc ça concernerait 10% des autistes, alors que ça concernerait plutôt 0,01% des alistes. Ce qui veut dire que la plupart des personnes qui ont l'oreille absolue sans entraînement sont autistes. Alors, je te mets un petit bémol avec cette phrase parce que j'ai vu d'autres études qui disaient qu'on avait peut-être sous-estimé le nombre d'alistes qui avaient l'oreille absolue, mais en tout cas, ça te permet d'avoir un autre trait en tête, c'est il y a de grandes chances, si tu as l'oreille absolue sans entraînement musical, que tu sois autiste. En tout cas, ça vaudrait le coup de creuser. Quatrième trait. Alors, le quatrième trait, il est en réalité très connu. On en parle beaucoup, surtout dans les fictions qui représentent les personnes autistes. Le quatrième trait, c'est la pensée littérale. La pensée littérale, c'est... souvent, les gens disent l'incapacité à comprendre le second degré, mais c'est totalement faux. La plupart des autistes que je connais sont capables de comprendre le second degré, puisque souvent, c'est leur humour préféré. Par contre, là où ils ont du mal... c'est dans la détection du second degré. Moi, j'adore le second degré, j'adore en faire. Par contre, je suis souvent la dernière personne à détecter que c'est du second degré. Mais si je peux en faire, c'est bien que je peux comprendre. Alors, j'ai des amis autistes qui carrément ne comprennent pas le second degré. Donc du coup, carrément, elles vont ne pas être capables de comprendre ce qu'est une métaphore. Donc, elles comprennent ce qu'est une métaphore, mais quand tu leur présentes une métaphore dans une chanson, elles ont du mal à comprendre. Elles disent, mais ça raconte quoi? Et du coup, elles aiment pas trop la poésie à cause de ça. Et même les chansons à texte, elles aiment pas trop à cause de ça. Parce que justement, elles ne comprennent pas ce qui est au-delà du premier degré. Mais la plupart des autistes le comprennent. La difficulté, c'est plutôt la détection. D'ailleurs, de manière générale,
Le problème, ce n'est pas, l'enjeu, ce n'est pas la pensée littérale, c'est plutôt la myopie au contexte. Donc la myopie au contexte, c'est un trait plus large qui décrit le fait que beaucoup d'autistes ont du mal à utiliser autre chose que le texte pour comprendre ce qui leur est dit. Parce qu'en fait, quand il y a un message qui est donné, tu as le texte, évidemment, tu as le non-verbal, donc la tonalité, la tête de la personne, etc. Et tu as aussi le contexte. Le même texte, selon le contexte, il va avoir un impact différent. Quand quelqu'un te dit qu'il est d'accord avec toi, bah, selon que vous êtes juste tous les deux ou qu'il y ait une grande foule de personnes autour de vous, bah la plupart des personnes à liste, elles vont être influencées par le fait qu'il y a une foule et du coup leur oui est moins fort quand il y a une foule autour d'elles. Donc tu vois que un message va dépendre du contexte et ça c'est vrai que bah moi plus je suis fatigué, plus je peux avoir cette myopie au contexte. Et là encore, les chiffres sont durs à avoir, mais je te l'ai mis parce que y a une raison pour laquelle ce trait est si caricaturé dans les fictions sur les personnes autistes, c'est que c'est quand même un trait qui s'explique difficilement autrement. Et alors, il y a d'autres raisons qui peuvent amener à avoir une myopie au contexte, mais pareil, et là je parle d'expérience et non pas de chiffres scientifiques, je crois que je n'ai jamais rencontré une personne qui a la myopie au contexte et qui n'est pas autiste. D'ailleurs, il y a beaucoup de... Quand je ne comprenais pas ce qu'était le phénotype féminin de l'autisme, c'est-à-dire comment se manifeste l'autisme chez la plupart des femmes autistes, eh ben en fait, je n'arrivais pas à voir des femmes autistes parce que, par exemple, je croyais que pour être autiste, il fallait être introverti. Or, totalement faux. Et par contre, un des traits que j'observais quand même, c'est chez mes amis autistes, même si je savais pas encore qu'elles étaient autistes, c'est ce truc que, ouais, c'est vrai que Machine, elle a quand même du mal à détecter le second degré. Et effectivement, c'est un des traits qui surprend le plus les personnes pas autistes. Alors, c'est aussi un trait qui est beaucoup moqué, alors que moi, je considère que, pour rien au monde, je ne troquerais ma pensée littérale pour une pensée non littérale. Je trouve que justement il y a beaucoup de malentendus qui arrivent à cause du fait que les gens surinvestissent le langage non verbal et la communication contextuelle, parce que c'est vrai que les personnes pas autistes, donc les alistes, ont plus de facilité à décrypter le non-verbal, mais c'est vrai aussi qu'elles se trompent beaucoup, et qu'elles sont très très sûres d'elles et de leur interprétation, et souvent elles se trompent, et du coup ça crée plein de malentendus. Donc je n'envie absolument pas le fait d'avoir une pensée moins littérale, et voilà. Cinquième trait, le retard de parole. Alors le retard de parole, c'est le fait de pas parler du tout, ou de pas parler beaucoup, notamment jusqu'à 5 ans. Et ce trait, il concerne 20 à 30% des autistes dans les chiffres que j'ai trouvés. Et j'ai pas trouvé de chiffres chez les alistes. J'ai essayé d'extrapoler avec des petits calculs. Ça va donner 0,2% des alistes, mais en fait c'est un truc qui est pas stable. Ce que on peut dire, c'est que ça semble concerner très peu d'alistes. Encore une fois, ça concerne aussi une minorité d'autistes. Donc, si tu n'as pas eu de retard de parole, moi c'est mon cas, j'ai pas eu de retard de parole, ça veut pas dire que t'es pas autiste. Par contre, si t'as eu un retard de parole, il y a de grandes chances que ça vaille la peine de creuser si t'es autiste ou pas. D'ailleurs, c'est la scène d'introduction de la série Extraordinary Attorney Woo, qui suit donc une avocate sud-coréenne qui est autiste, et au début on la voit dans son enfance, et en fait elle a les deux, elle a l'hyperlexie et le retard de parole, et donc elle ne parle pas, je sais pas quel âge elle a, mais un âge assez avancé, genre 4-5 ans, tu vois, et son papa est un peu désespéré parce qu'elle parle pas, et un jour, comme il y a une scène que je te spoile pas, qui est un peu stressante, elle se met d'un coup à parler, et à parler de manière très fluide. Et ça, c'est fou, ça m'a été raconté par un autre autiste qui était aussi, lui, qui avait ce retard de parole, et qui disait, bah ouais, moi, j'ai mis beaucoup de temps à parler, jusqu'à 4-5 ans. Par contre, quand j'ai commencé à parler, je faisais des phrases parfaites. Et du coup, c'est très surprenant, surtout quand c'est cumulé à l'hyperlexie. C'est le cas dans Extraordinary Attorney Woo, c'est le cas de mon ami aussi, c'est que, en fait, comme en plus de ça, ils ont beaucoup lu pendant cette période où ils ne parlaient pas, bah forcément quand ils s'expriment, ils ont un vocabulaire incroyable pour leur âge. Donc voilà pour ces 5 traits. Bon, t'as bien compris que j'avais pas toujours des chiffres très précis. C'est le problème dès qu'on parle de traits autistiques très spécifiques, on a du mal à avoir des chiffres concrets. Ce qui est sûr, c'est que si t'as coché oui à un seul de ces traits, ce serait vraiment intéressant que tu creuses la piste aussi autistique. Parce que, comme tu l'as vu, la plupart de ces traits ne sont expliqués
généralement que par l'autisme. Alors quand je dis que par l'autisme, je veux dire la probabilité que ça soit l'autisme qui explique est très 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 forte. Alors si tu coches aucune des cases, ça t'apprend rien. Moi tu vois, je coche le shutdown et l'hyperlexie pour le coup, mais je connais des autistes qui ne cochent aucun de ces 5 traits, qui n'ont pas eu d'hyperlexie, qui font pas de shutdown, qui n'ont pas l'oreille absolue, qui n'ont pas forcément une pensée littérale. Alors souvent ils ont quand même une myopie au contexte, mais qui est moins forte que la moyenne des autistes, et qui n'ont pas eu de retard de parole. Donc tu peux très bien ne cocher aucun de ces traits et quand même être autiste. C'est pour ça qu'on ne diagnostique pas l'autisme avec les traits que je viens de te donner. Ces traits ne font pas partie du diagnostic d'autisme. Alors j'aime pas le mot diagnostic parce que le mot diagnostic supposerait que l'autisme est une maladie. Or l'autisme n'est pas une maladie. Un jour je te ferai une vidéo là-dessus. Mais en tout cas voilà, quand on détermine si une personne est autiste, on ne le fait pas avec ces traits. Parce qu'il y a une différence entre... quand tu fais un test, tu as 2 enjeux. L'enjeu de la sensibilité et l'enjeu de la spécificité. C'est le cas si tu fais des tests en ligne sur l'autisme, tu vas trouver parfois le pourcentage de sensibilité et le pourcentage de spécificité. La sensibilité, c'est à quel point ce test détecte des autistes. C'est-à-dire si un test a une sensibilité de 100%, ça veut dire que dès qu'une personne autiste fait ce test, elle a un résultat positif. Par contre, un test peut avoir une sensibilité de 100%, mais avoir une très petite spécificité. C'est quoi la spécificité? C'est le fait que si jamais tu as oui à ce test, ça veut vraiment dire que tu es autiste. Tu peux avoir un test qui trouve 100% des autistes, mais qui fait tellement d'erreurs de faux positifs qu'il n'est pas spécifique. Si je prends un exemple, si un test est sensible à 100%, mais spécifique uniquement à 50%, ça veut dire que si tu es autiste, tu auras toujours un oui. Mais par contre, si tu as un oui, t'as 50% de chance d'être autiste. Pas très intéressant comme test. Ce qu'on veut, c'est un test qui soit à la fois très sensible, donc qui découvre le plus d'autistes possible, tout en étant hautement spécifique, c'est-à-dire que quand il te dit que c'est oui, c'est vraiment un oui. Donc les enjeux des tests, c'est toujours ça, c'est d'avoir un truc à la fois sensible et spécifique. Là, tu comprends que je t'ai proposé des traits qui étaient très spécifiques, mais pas sensibles du tout. Ça veut dire que là, si tu as un de ces traits, il y a de grandes chances que tu sois autiste. Par contre, si tu as un non à toutes ces questions, ça ne dit rien de si tu es autiste ou tu n'es pas autiste, parce que le test, il n'est pas sensible, il ne repère pas assez les autistes. Par contre, c'est spécifique. Quand tu l'as, c'est que tu es autiste. Bon, je crois que tu as compris ce que je veux te dire. J'ai une newsletter sur l'autisme où je te décris correctement l'autisme, parce que là, je t'ai pas décrit les critères. Si tu veux les découvrir, il y a ma newsletter pour ça, sachant que les critères spécifiques sont la raison pour laquelle on dit que les autistes sont différents. Tu sais, tu entends toujours cette phrase de « ouais, l'autisme est écrit de manière différente, etc. » C'est vrai, parce qu'il y a plein de traits spécifiques qui sont pas communs et partagés. En revanche, il y a bien des critères communs. Typiquement, les 3 critères sociaux qui sont dans le DSM, ils sont obligatoires. Ça veut dire que tous les autistes ont les 3 critères. Alors quand je dis critères, c'est plus vague, c'est plus général qu'un trait. Un critère, ça comporte plusieurs traits. Mais tu as bien 3 critères qui sont obligatoires pour être autiste, en tout cas selon le DSM, il faut cocher les 3 critères. Alors, qu'est-ce que sont ces 3 critères? Ce que je te propose, c'est de te laisser un lien en description où je te renvoie vers une description ou une vidéo qui va décrire les critères. J'ai une vidéo qui est prévue sur décrire les critères autistiques de manière plus extensive. Je ne l'ai pas encore faite, mais je te mettrai la description dès que je l'ai faite. Je donne rendez-vous dans ma newsletter, je te mets le lien en description. Cette newsletter, je l'ai créée parce que j'étais frustré moi-même quand j'étais en quête de savoir si j'étais autiste ou pas, de voir à quel point les infos étaient mauvaises. Les infos, elles sont condescendantes, elles sont floues, elles sont dures à comprendre, et c'est pour ça que 90 à 97% des adultes autistes ignorent qu'ils le sont. Or, l'autisme, il n'est pas rare, ça concerne entre 2 et 4% des gens, donc il y a énormément de gens qui sont autistes, et c'est pour ça que j'ai voulu partager à mon tour ce que je découvrais, et donc ça t'intéresse, je te laisse le lien de la newsletter en description. Sur ce, tu connais le refrain, laisse un like, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne, et je te dis à très vite.